Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous. Le thème de ce débat de ce lundi, ce face-à-face Covid-19, quelles répercussions économiques sur le monde? Pour en parler, nous recevons Albert Ranloncourt, professeur agrégé d'économie à l'Université d'Abomey-Calavi, directeur scientifique du laboratoire d'économie des systèmes sociaux écologique et de la population. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous avez de nombreuses occupations, mais vous avez accepté notre invitation. Merci d'être venu. La première fois sur Eden TV, Diaspora FM, vos premières impressions, professeur? Oui, c'est un honneur. Et puis, chaque fois qu'on a l'occasion d'informer, on est là. On veut parler des conséquences économiques du coronavirus. Ça, c'est l'anglicisme un peu de cette maladie ou de cette pandémie-là. Et je crois que c'est une occasion quand même d'anticiper un peu sur certaines conséquences économiques aussi. Merci beaucoup, professeur. Le monde est frappé depuis le mois de décembre par ce virus dont on parle si tant et qui a déjà fait plus de 14 000 morts juste en quelques mois. L'Afrique peut-il faire face sur le plan économique à cette pandémie? Quand nous voyons le système sanitaire africain, c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut voir dans les pays européens, dans les pays occidentaux, le défi logistique que cette maladie pose, où les gens sont obligés de construire à la hâte des hôpitaux de campagne, de transformer des hôtels en centres de santé. C'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi nous faisons tout en Afrique. Comme on n'a pas encore découvert le vaccin, c'est-à-dire que potentiellement tout le monde sera infecté. Donc, on est en train de tout faire pour étaler un peu la courbe épidémique, c'est-à-dire pour que chaque fois, quand il y a des malades, notre système sanitaire puisse être à même de les soigner. Heureusement, ce n'est pas une maladie qui est trop mortelle. Le taux de mortalité est faible, les gens disent 1 à 2%. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, mais il faut que le système sanitaire soit à même de prendre les gens en charge. C'est pourquoi il faut nécessairement opter pour des gestes barrières qui permettent à ce qu'on n'ait pas de contamination massive qui va mettre à rude épreuve notre système sanitaire. On constate donc qu'à cause de cette maladie, plusieurs compagnies ont donc gardé leurs avions au sol. Il y a eu d'ailleurs la baisse du coût du baril de pétrole. Il y a eu beaucoup de conséquences sur le monde. À quoi devons-nous attendre sur le plan économique avec tout ce qu'on observe, la fermeture des supermarchés en Europe et beaucoup d'autres cessations de travail? À quoi pouvons-nous attendre peut-être comme conséquence les prochaines semaines de cette maladie? Bon, il y a beaucoup de conséquences. Sur le plan économique. Oui, il faut voir les conséquences à plusieurs niveaux. On peut voir ça au niveau individuel, on peut voir ça au niveau de la communauté ou bien des entreprises, on peut voir ça au niveau de l'État, et puis on peut voir ça au niveau du monde. Maintenant, quand on voit ça au niveau individuel, le problème, il y a là, quand on parle de coût de maladie, c'est-à-dire quand vous êtes malade, les coûts sont connus. Il faut aller vous consulter, vous payez les frais de consultation. Après le diagnostic, on peut vous hospitaliser, il faut payer l'hospitalisation, il faut payer les médicaments. Et puis, du fait que vous soyez hospitalisé et que vous ne puissiez plus faire votre travail, il y a un coût d'opportunité que vous subissez. Et puis, le fait d'être malade et de dire la probabilité n'est pas nulle pour que je meure, il y a un certain coût écologique. Après ça, il y a les coûts de prévention. Ce qui s'est passé au niveau de la structure du coût de Covid-19, ce sont les coûts de prévention qui vont avoir d'impact économique plus élevé. Parce que quand on parle de traitement, on parle de chloroquine, c'est un médicament qui était pratiquement retiré de la circulation, mais qui revient. Ce ne sera pas trop cher de produire cela, mais c'est au niveau de la prévention qu'il y a un certain nombre de problèmes. Parce que les gestes barrières qu'on nous demande, par exemple, il faut porter de masque ou de gants,
le masque, ça coûte déjà 500 francs, il faut changer peut-être 4 fois dans la journée. Il paraît que c'est passé à 2000 francs d'ailleurs. Donc, si fois 4 dans la journée, et combien de temps ça va durer, vous voyez déjà le coût est à ce niveau. On dit, parfois, les gens sont obligés de faire l'autoconfinement, ou bien si vous faites l'autoconfinement, s'il n'y a pas le télétravail, c'est que vous êtes obligé d'abandonner votre travail. Et à partir de ce moment, et qui paie? Parce que comme l'entreprise ne travaille plus, est-ce qu'il faut lui exiger de salaire, etc. Donc, au niveau individuel, déjà, ça a des coûts économiques très importants dans le cadre de la prévention. Et puis au niveau de la communauté aussi, au niveau des entreprises, si c'est l'entreprise elle-même qui prend la décision de laisser ses travailleurs à la maison, vous voyez, l'entreprise va continuer à payer les salaires. Et il faut que l'État peut-être intervienne au niveau des crédits d'impôt, etc. Et puis, au niveau de la communauté aussi, où les gens sont obligés, ceux qui font des activités qui impliquent de contact, telles que le sport, même les églises aussi, qui ont leurs activités aussi, tout ça là, ça s'arrête et là, ça donne des coûts économiques importants aussi qu'on pourrait évaluer. Mais si vous remontez au niveau de l'État maintenant, c'est que si les gens ne travaillent pas et que les entreprises vont tomber en faillite, il faut que l'État intervienne pour les soutenir. Mais en même temps, où est-ce que l'État va trouver l'argent? Puisque quand vous voyez l'économie du Bénin, par exemple, elle est essentiellement fiscale, donc il faut que les entreprises paient les impôts. Et voilà que l'activité économique est ralentie. C'est-à-dire qu'au même moment où l'État ne trouve pas d'argent, l'État doit dépenser pour aider les entreprises, pour subventionner même certains produits tels que les masques, les gants, etc. Et il y a le système sanitaire qu'il faut renforcer aussi pour pouvoir supporter les cas éventuels de contamination. Donc, c'est extrêmement compliqué pour l'État. Et quand vous voyez au niveau mondial où carrément les États, on peut dire les États s'autoconfinent parce que le fait de bloquer les avions et de dire... De fermer les frontières, de dire on ne sort plus. D'arrêter les trains. Oui. Donc, non seulement le transport va coûter cher parce qu'ils essaient de laisser les activités essentielles, mais vous voyez, le secteur du tourisme, par exemple, c'est à l'eau, puisque les gens ne vont plus voyager. Effectivement, etc. quand on prend le cas de l'Italie. De l'Italie, par exemple. Donc, vous voyez, quand on voit tous ces facteurs-là, on voit que le coût au niveau local, même au niveau individuel jusqu'au niveau mondial, c'est des coûts trop élevés. Or, c'est une maladie... Un médecin disait tout à l'heure que peut-être potentiellement nous serons tous contaminés, mais parce que tant qu'on ne trouve pas le vaccin, ça veut dire qu'on peut toujours être contaminé. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'étaler la courbe épidémique pour que nos systèmes de santé puissent supporter le flot de gens contaminés qui vont arriver. Donc ça risque de durer pendant un moment. Parce que trouver un vaccin, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Pour ça, est-ce qu'on peut craindre une crise économique générale, peut-être dans les prochains mois? Oui, ça c'est parce que il y a des pays qui vont perdre en termes de points de croissance. Ça, c'est rien. Bon, vous parlez de l'Italie, bon, c'est la Chine dans une certaine mesure, la France aussi. Donc, les pays qui sont attaqués vont nécessairement perdre. Parce que vous voyez le secteur de l'aviation, le secteur du transport, même les activités où les gens se confinent, ils ne vont plus au travail, le sport, tout ça là, ça contribue à la croissance économique. Maintenant, quand toutes ces activités sont au ralenti, c'est évident qu'il y a une certaine crise économique qui se profile à l'horizon. Le Nigeria, quand même, mobilise 121 millions d'euros comme fonds d'aide aux familles touchées pour leur apporter des soutiens. Et donc, pourquoi faut-il soutenir les familles pendant ces genres de pandémie, ces genres de périodes? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Si vous prenez la décision individuelle de s'autoconfiner, si ce n'est pas une décision publique, et que vous restez à la maison, par exemple, c'est que votre employeur, s'il a pris des mesures au niveau de son entreprise, pourtant vous dites que ce n'est pas suffisant, moi je reste à la maison, vous perdez votre emploi. Donc à partir de ce moment, si vous n'avez pas un soutien quelque part, comment vous allez rester dans l'économie? Et or, la consommation, c'est quelque chose qui booste l'économie aussi. Donc si la consommation est faible, les gens ne vont plus produire, et si les gens ne produisent pas, ils ne recrutent pas, donc il y a des problèmes de chômage, etc. Donc l'État, en aidant les ménages
et les entreprises, c'est pour prévenir, au fait, la crise économique généralisée. Dans un pays comme le Bénin, où la connexion n'est pas efficace, ne peut pas travailler forcément à distance avec les connexions et tout. Comment pouvons-nous donc surmonter une telle crise, professeur? Oui, ça c'est... Sur le plan économique. Ça c'est un gros problème. C'est vrai que c'est un secteur qui s'améliore, mais le coût de la communication est encore assez élevé. Peut-être que l'un des gestes du gouvernement, c'est d'intervenir sur ce secteur, par exemple, réduire le coût de communication. Vous voyez, il y avait un problème où le coût avait augmenté, la population n'était pas d'accord, mais d'une manière ou d'une autre, les gens ont augmenté les coûts de communication encore. Une manière, c'est de diminuer les coûts de communication pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il faut que les gens se communiquent et se connectent pour pouvoir être informés de l'évolution, des décisions que le gouvernement prend, etc. Et puis, si les gens veulent introduire le télétravail, donc il faut que la communication soit fluide aussi. Donc, à partir de ce moment, je crois que l'État doit faire un geste dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un autre domaine où l'État doit faire des gestes pour soulager les populations, par exemple? Oui, c'est sûr. Bon, certains veulent que l'État prenne des décisions collectives. On peut comprendre la réticence de notre État à le faire parce que c'est une économie largement informelle et il y a beaucoup de métiers de contact. Peut-être que on va nous dire de ne plus nous coiffer, donc de ne plus avoir les coiffeurs, les coiffeuses, de ne plus aller voir les couturiers, en tout cas tout ce qui implique des contacts, c'est compliqué. On va même fermer dans Topa parce que là, c'est des lieux de contact où le secteur informel est très développé. Maintenant, quand on prend une telle responsabilité, ça veut dire que vraiment c'est parce qu'il y a un grand péril. Et je crois que peut-être les informations actuelles du gouvernement ne lui permettent pas de prendre une décision d'une telle ampleur. Il dit, bon, j'observe, je vois ce qui va se passer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si les médecins disent que, au fait, tout ce qu'on fait, c'est pour étaler la courbe épidémique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de malades en même temps, pour que le système sanitaire puisse supporter. L'État, peut-être en ayant 2 cas, qui sont d'ailleurs importés, parce qu'il n'y a pas de contamination encore à l'intérieur. L'État peut dire, bon, j'attends un peu pour voir comment la crise va évoluer avant de prendre des décisions plus radicales. Je crois que c'est pourquoi l'État est en train d'entendre. Et on peut comprendre. Une dernière question. Ceux qui ont été confinés par contrainte, puisqu'ils ont rendu visite à des parents à l'extérieur, en Italie, en France, et donc qui avaient déjà acheté leur billet d'avion, qui peut-être pendant ce temps de confinement ne seront plus valables. Ça a plusieurs conséquences. Et donc, comment gérer tous ces problèmes économiquement parlant? Bon, il y a 2 volets. Évidemment, les compagnies, c'est une situation de crise majeure. Maintenant, si ces compagnies-là sont clouées au sol, c'est qu'en termes de dépenses de carburant, d'un certain nombre de choses, ils ne vont plus faire cette dépense. Donc, une manière de fidéliser leurs clients, c'est de leur conserver leurs billets jusqu'à ce que la situation soit rétablie à la normale. Une deuxième chose, c'est que notre État quand même a pris des décisions. Par exemple, si vous êtes béninois et vous revenez des pays à risque, là, on vous confine pendant au moins 2 semaines, le temps d'incubation de la maladie pour que la maladie se manifeste si vous l'aviez par hasard. Je crois que ça, c'est l'État qui supporte ces coûts-là. Parce que quand j'ai entendu le communiqué du Conseil des ministres, ils étaient en train de dire si ce sont des étrangers, eux autres, ils vont même supporter leur mise en quarantaine dans les hôtels. Maintenant, si ce sont des béninois, c'est l'État qui prend ça en charge, à moins qu'on voit que la personne a des possibilités d'aller s'auto-confiner dans sa maison. Là, c'est possible. Donc, je crois que ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Ce qui est sûr, rien n'est gratuit. Quelqu'un doit supporter, soit c'est l'État, soit c'est l'individu. Donc, il y a tout ça. Donc, je crois qu'il faut qu'on continue à respecter les gestes barrières pour que la contamination ne soit
pas massive, parce que si la comptabilisation est massive, on est obligé de faire des discriminations. Peut-être que c'est les plus riches qui seront soignés, et ce n'est pas bon pour la population. C'est pourquoi en même temps que nous sommes en train de faire l'arbitrage entre l'activité économique qui ne doit pas s'arrêter et la prévention, nous devons essayer d'avoir les informations adéquates pour faire le bon arbitrage. Professeur, votre mot de fin, est-ce que vous avez un appel à lancer, votre mot de fin? Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai appris que le gouvernement a mis en place quand même un comité de crise et que ce comité de crise sera en train de suivre les différentes étapes de l'épidémie et qu'on nous donne les meilleures informations pour qu'on puisse avancer. Et qu'on rassure aussi les entreprises pour qu'ils ne licencient pas leur entreprise. Il faut aussi réguler. Il faut aussi réguler certains prix parce que le gel à la pharmacie, les masques, les gants, tout ça, comme on est en situation de crise, il peut y avoir une certaine spéculation. Et je pense que pour cela, il faut que l'État intervienne pour réguler les prix, pour que les gens ne fassent pas de surenchère. Vous avez également proposé que le gouvernement, peut-être si c'est possible, revoie le coût de la communication pour permettre aux gens de travailler en ligne, pourquoi pas, à distance, pourquoi pas, pour éviter une contamination massive. On espère que toutes ces propositions seront analysées et revues par le gouvernement afin qu'on avance. Professeur, merci d'être venu sur Face à Face. Merci d'être venu sur Matin d'Éden. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous avons reçu pour vous le professeur Albert Ronloncourt. Il est professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi et directeur scientifique du laboratoire d'économie des systèmes sociaux, écologiques et de la population. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout gardez votre position pour la suite de cette émission. Merci.